Bonjour et bienvenue à Arrêt sur le monde. Je m'appelle Frédéric Méran, je suis le directeur scientifique du Cerium, professeur de sciences politiques et l'animateur de l'émission cet automne. Dénonciation de la classe politique libanaise, condamnation d'Erdogan face à la Grèce, implication dans la question biélorusse, le président français Emmanuel Macron multiplie ces temps-ci initiatives diplomatiques et déplacements internationaux. L'actuel locataire de l'Élysée semble bien à l'aise dans cette posture de leadership à l'international, à l'heure où les États-Unis sont en pleine campagne électorale. Alors, comme le titrait l'hebdomadaire L'Express en 2018, Emmanuel Macron se prend-il pour De Gaulle ou, en termes plus scientifiques, le macronisme est-il un gaullisme? On en discute aujourd'hui avec Olivier Schmitt, professeur de relations internationales à l'Université du Danemark du Sud et directeur des études et de la recherche à l'Institut des hautes études de défense nationale à Paris. Bonjour Olivier et bienvenue à Arrêt sur le monde. Bonjour Frédéric, je suis très content d'être là. Alors, pour commencer, il est peut-être utile de rappeler la tradition des bains de foule des présidents français. Il y a eu François Mitterrand en 1988 à Sofia, en Bulgarie. Il y a eu Jacques Chirac en 2002 à Jérusalem, en Israël. Il y a eu Nicolas Sarkozy dans les Antilles en 2009, François Hollande au Mali en 2013. Macron au Liban et évidemment au Québec, nous connaissons bien Charles de Gaulle à Montréal, à l'Hôtel de Ville en 1967. Pouvez-vous nous éclairer un peu sur cette tradition qui remonte à bien avant la Ve République, mais qui a été largement, on pourrait dire, mise en scène, instrumentalisée par le président de Gaulle et ses successeurs? Bien sûr. Alors, avant de commencer, je tiens à dire que je parle en mon nom propre et quoi que je dise n'engage en aucune manière l'Institut des hautes études de défense nationale, qui est un institut qui relève du Premier ministre. Donc voilà, je parle en mon nom propre et certainement pas au nom de l'Institut. Alors, du point de vue de cette tradition des bains de foule, je pense que je ne sais pas s'il s'agit réellement d'une tradition, dans le sens où je ne suis pas entièrement convaincu que les présidents réfléchissent en termes de se dire « bon, il faut que j'ai mon bain de foule moi aussi, quelle peut être la solution ?» En revanche, je crois qu'il y a des communicants qui réfléchissent en termes d'opportunités. On l'a vu quand François Hollande est effectivement allé au Mali, juste après le déclenchement de l'opération Serval, où il aurait dit que c'était l'un des plus beaux jours de sa vie, justement, d'avoir participé à ce bain de foule. Donc, je ne suis pas entièrement sûr qu'il y ait une tradition française du bain de foule. Je crois qu'il y a des communicants qui savent exploiter une situation. Et effectivement, pour un leader politique, être vu comme étant proche d'une population et apprécié d'une population, évidemment, c'est toujours agréable. Alors, il y a quand même un cliché qui veut que les présidents français, et peut-être Macron davantage que les autres, se mêlent un petit peu de choses qui ne concernent plus la France. Donc, c'est tout le discours de la grande nation, de cette grande puissance qui n'en serait plus une, mais que des présidents à la suite de Gaulle essaieraient de reproduire. Derrière ça, il y a quand même une politique étrangère, il y a quand même des intentions de politique internationale par rapport à la France, par rapport à l'Union européenne. Si vous essayez de décrire un peu les convictions d'Emmanuel Macron aujourd'hui sur les questions de politique internationale, quelles sont-elles? Alors effectivement, je pense qu'il y a une ambition traditionnelle de la France en termes de se positionner sur la scène internationale. Et là-dessus, je pense que le président Macron est effectivement l'héritier d'un certain nombre de conceptions préexistantes au sein de la haute administration et des élites politiques sur ce que doit être le rôle de la France. Il me semble que la lecture que fait le président Macron de la situation internationale actuelle est que les États-Unis sont un allié qui devient de moins en moins fiable. La Chine est une puissance émergente aux ambitions clairement affirmées et potentiellement conflictuelles. Et le danger pour la France et pour l'Europe serait de se retrouver dans une sorte de face-à-face américano-chinois dans lesquels les Européens seraient forcés en quelque sorte de choisir un camp.
Et ça explique, à mon avis, deux choses. La première, ça a été tout le discours sur l'autonomie stratégique européenne qui est porté depuis l'élection. Et il me semble que du côté français, il y a un sentiment d'urgence. Et ça, c'est pour moi une grosse différence entre la lecture française et la lecture que peuvent avoir certains pays européens de la situation internationale. Pour certains pays européens, le coup de froid, entre guillemets, avec les États-Unis est lié à l'élection de Donald Trump. Mais avec un président plus normal, on pourra revenir à des relations plus apaisées où, en gros, il ne dira pas à l'Allemagne que c'est un adversaire commercial. Enfin, voilà. La lecture française, et il me semble qu'elle est vraiment ancrée et diffusée au sein de la haute administration et des responsables politiques, c'est-à-dire que Trump n'est pas un épiphénomène. Le Trumpisme ne va pas s'arrêter avec Trump et les difficultés avec les États-Unis ne vont pas disparaître, sauf que, étant donné la vitesse à laquelle la Chine émerge et les États-Unis sont en train de se déconnecter de l'Europe, il y a besoin d'une prise de conscience au niveau européen, donc il y a un sentiment d'urgence. Il faut aboutir à une forme d'autonomie stratégique européenne rapidement parce que les événements vont nous la dicter. Et là, c'est une vraie divergence de lecture entre la France et ses partenaires européens. Ça explique aussi la tentative de rapprochement avec la Russie. Alors, le président Macron passe son temps à dire qu'il n'est pas naïf, qu'on sait très bien que le régime de Vladimir Poutine est compliqué à gérer, on va dire ça. Mais la lecture consiste à dire, dans ce potentiel duopole américano-chinois ou sino-américain comme on veut, l'Europe ne peut pas faire l'économie d'avoir des relations au moins correctes avec la Russie. Et la situation dans laquelle on se trouve actuellement, qui est une situation de conflit ouvert, pas de conflit armé, mais de conflit ouvert sur tout un ensemble de domaines, n'est pas tenable sur le long terme. Et au bout d'un moment, la politique, c'est l'art de trouver un compromis et il faut explorer les voies de ce compromis. Donc, pour moi, ce sentiment une conviction forte de comment évolue la situation internationale qui explique deux initiatives très nettes portées par le président Macron. Alors, il y a une lecture géopolitique, mais la question que je me pose, c'est est-ce que c'est en rupture sur le fond avec ce qu'on a appelé, nous les spécialistes, le gaulo-mitterrandisme, une forme de consensus sur la politique étrangère française depuis les années 60? Est-ce qu'il y a des nouveautés sur le fond dans la politique étrangère d'Emmanuel Macron? Alors pour moi, la nouveauté, elle tient plus au sentiment d'urgence, dans le sens où quand De Gaulle, dans les années 60, essaye justement de développer cette politique d'indépendance, d'autonomie de la France dans le duopole américano-soviétique, il fait une lecture que, au final, dans les années 60, comme la guerre froide est en train de se réchauffer en quelque sorte, finalement, il y a moins besoin de la protection américaine. Donc, c'est pas tant contre les États-Unis, c'est parce qu'on en a de moins en moins besoin. Et donc, il y a une opportunité de développer une politique plus indépendante. Il se trouve que, évidemment, la guerre froide s'est rafraîchie ensuite dans les années 70, donc sa lecture n'était pas forcément la bonne, mais c'était l'idée, on en a moins besoin. Là, il me semble que du côté du président Macron, c'est pas tant qu'on en a moins besoin, c'est qu'on n'a plus le choix. C'est surtout ça. Donc, il y a une forme d'accélération de la temporalité et qui, à mon avis, constitue la principale nouveauté. Mais effectivement, ça s'insère dans une lecture historique et traditionnelle d'une méfiance vis-à-vis de la garantie de sécurité américaine. Comme on le sait, la France n'a jamais en fait, fait confiance à la garantie de sécurité américaine dans le cadre de l'OTAN. C'est pour ça que les gouvernements français ont développé une capacité indépendante de dissuasion nucléaire. Donc, il y a un temps long des relations avec les États-Unis. Et il y a effectivement un temps long pour parler en termes scientifiques, d'un habitus des diplomates et des responsables politiques français qui consiste à dire que la France doit porter un ensemble de valeurs et notamment parfois a tendance à parler au nom de l'Europe sans s'être concerté avec ses partenaires. Alors, j'aimerais parler justement du Moyen-Orient et de l'Est de la Méditerranée. Donc, on a beaucoup commenté le fait qu'Emmanuel Macron s'implique autant dans la situation politique au Liban. Certains ont même parlé d'une forme d'ingérence néocoloniale, mais il a aussi été en Irak. Ses rapports avec la Turquie d'Erdogan se sont beaucoup détériorés et la France s'est portée en appui de la Grèce dans le conflit qui l'oppose notamment à la Turquie. C'est le cas aussi en Libye.
Qu'est-ce que révèle cet activisme d'Emmanuel Macron dans cette région du monde en ce moment? Dans cette région du monde, c'est clairement lié à l'une des priorités, peut-être la plus grande priorité de sécurité française en ce moment, qui est la lutte contre le djihadisme. L'analyse qui est faite par les services de l'État est que la menace djihadiste ne va pas se ralentir dans les prochaines années, que la France et l'Europe d'ailleurs est dans une situation géographique qui fait que, en étant proche du Moyen-Orient, qui est un lieu de conflit, qui favorise l'émergence de ce type de terrorisme, l'Europe est en première ligne et donc contribuer à une forme de stabilisation du Moyen-Orient et du Proche-Orient, c'est contribuer à une forme de sécurité européenne parce que la menace djihadiste est vraiment un enjeu sécuritaire et électoral particulièrement important. Donc ça explique l'activisme du président dans cette région avec un certain nombre d'initiatives, notamment vis-à-vis de la Libye, où il se trouve que, en l'occurrence, la diplomatie française a joué un petit peu à contretemps, à la fois de ses partenaires européens, notamment l'Italie, mais aussi du processus engagé par l'ONU. Et c'est notamment en Libye que la France s'est retrouvée pour la première fois littéralement face à face avec la Turquie. La même situation s'est reproduite en Syrie lorsque le président Trump a globalement laissé la Turquie envahir les zones kurdes de Syrie. Il se trouvait qu'il y avait un ensemble de troupes occidentales, dont françaises, qui se battaient aux côtés des Kurdes. Ça a été vécu comme une trahison supplémentaire de la part de la Turquie. Donc la situation en Méditerranée orientale s'inscrit dans un passif d'une dizaine d'années de tensions et d'opposition avec la Turquie sur un certain nombre de théâtres moyen-orientaux. Et je me suis laissé dire qu'il y a un troisième aspect qui a joué dans la position très ferme du président français vis-à-vis de la Turquie, qui a été une perception que les réseaux turcs en France sont particulièrement actifs pour structurer la communauté turque au profit exclusif du président Erdogan, ce qui est vécu comme une forme d'ingérence assez inacceptable. Et à tout ce que vous venez de décrire, il y a aussi la situation en Afrique subsaharienne. Et on a un peu l'impression, et cette critique avait aussi été d'ailleurs adressée à Charles de Gaulle dans les années 60, que la France n'a pas nécessairement les moyens de ses ambitions, à moins qu'elle ne soit suivie par ses partenaires européens, principalement l'Allemagne, mais aussi pour l'instant le Royaume-Uni. Est-ce que vous avez l'impression qu'en ce moment, le président Macron est suivi par l'Union européenne ou est-ce qu'il s'agite un peu seul? Alors, sur le constat, c'est tout à fait vrai. C'est le grand drame de la politique française qui consiste à dire que finalement, on aimerait bien faire les choses tout seul, mais on ne peut plus, donc on a besoin de nos partenaires. Et on est frustré quand nos partenaires ne suivent pas 100% ce qu'on voudrait qu'ils fassent, n'est-ce pas? Donc, c'est toujours la grande tragédie de la politique française et qui, du coup, passe par la perception que la capacité de mobilisation reste le meilleur moyen d'assurer le succès des objectifs français. Alors, il me semble qu'au Mali, il y a une forme de satisfaction de la part de l'appareil d'État sur la coalition qui a été assemblée. Les partenaires qui interviennent notamment les Britanniques, les Danois, les Suédois, en fait, fournissent un appui qui est apprécié. Et là, on parle des Européens, mais il y a aussi les États-Unis qui contribuent. Donc, fournissent un appui qui est apprécié, même si le coup d'État au Mali a créé un peu de difficultés, parce que la position française a été de dire on ne soutient pas le coup d'État, mais on continue à travailler avec les autorités parce qu'au jour le jour, on a besoin de contact avec l'administration, avec l'armée, ce qui, évidemment, est plus difficile à vendre parce que l'effet d'optique, c'est que, de facto, on soutient un gouvernement qui est issu d'un coup d'État. Donc, ça a créé quelques difficultés avec un certain nombre de partenaires européens, par exemple le Danemark, qui a eu une discussion assez sérieuse sur faut-il retirer les troupes. Alors, d'une manière plus générale sur l'effet d'engagement de la politique européenne, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer les transformations
profondes de la politique européenne qui ont été entraînées par la crise de la Covid-19, où pour la première fois, on a quand même vu un budget et un plan de relance commun, où l'Allemagne a changé son braquet. Donc, c'est toujours pareil. Il y a une partie de l'appareil politique français qui va dire oui, mais ils font jamais exactement ce qu'on voudrait qu'ils fassent, grosso modo. Et une autre partie qui consiste à dire on a quand même accompli des pas de géant dans un certain nombre de directions vers lesquelles la France poussait historiquement. Oui, la capacité de... Je pense que le président actuel a une capacité de séduction qui est particulièrement importante. Il le sait, il en joue, notamment dans les conseils européens. Et je crois que il a appris à notamment travailler avec les différentes administrations des différents pays. À ce titre, je trouve que la nomination de Clément Beaune, qui est donc aujourd'hui secrétaire d'État aux affaires européennes, qui faisait partie des conseillers diplomatiques de l'Élysée, qui est un vrai spécialiste des questions européennes, qui connaît techniquement parfaitement les sujets et qui est particulièrement apprécié de ses interlocuteurs européens, c'est un signe dans la bonne direction d'une meilleure coopération. Donc je pense qu'il y a eu aussi une forme d'apprentissage de comment fonctionne la politique européenne, qui est évidemment basée sur le compromis, ce qui est très différent de la politique française, qui est beaucoup plus verticale. Alors justement, capacité de séduction à l'international, mais qu'en est-il de la politique intérieure? Ça, c'est une des grandes questions de la science politique. Est-ce que l'électorat se prononce en fonction de questions de politique étrangère? Il y aura des élections présidentielles en 2022 en France. Est-ce que ces efforts à l'échelle internationale sont vraiment un outil pour Macron dans sa campagne de réélection en vue de 2022? Alors, je ne pense pas que ce soit un outil qui lui permette de gagner des points, mais ça peut lui en faire perdre. Grosso modo. Donc, historiquement, je pense que c'est le cas dans pas mal de pays. La politique étrangère n'est pas vraiment un enjeu des élections présidentielles. On l'a vu par exemple lors du débat de 2017, justement, où la seule question de politique, enfin, les questions de politique étrangère ont été reléguées aux 10 dernières minutes du débat du second tour avec Marine Le Pen, donc 10 minutes sur 2 heures, et ça a exclusivement tourné sur les questions européennes. Donc voilà, les questions internationales, c'est pas particulièrement un enjeu. Par contre, voilà, on gagne pas des points, mais on peut en perdre. Et c'est pour ça que je pense pas que la politique internationale du président soit guidée particulièrement par des considérations électoralistes. En l'occurrence, je pense que ça fait partie d'un ensemble de convictions profondes qu'il possède et qui s'inscrivent aussi dans une capacité bureaucratique de l'administration française d'avoir à la fois un corps diplomatique qui est compétent et reconnu et aussi en fait la principale armée européenne, donc ça donne plus de liberté d'action. Donc là-dessus, je ne pense pas qu'il faille nécessairement y voir des considérations électoralistes. Alors, c'est ce qui conclut l'émission. Olivier Schmitt, merci. Le macronisme est-il un gaullisme? Peut-être pas exactement, mais ça y ressemble à bien des égards. Je vous remercie d'avoir été des nôtres, Olivier. Merci à l'équipe technique et aux recherchistes, et évidemment à nos auditeurs et à nos auditrices, et à nos partenaires, le Cerium, l'Agence France Presse, Savoir Média, qui nous permettent pendant quelques instants de faire un arrêt sur le monde. À la prochaine.